Il est 19h50, bienvenue dans votre journal. Dans les titres de l'actualité de ce 20 janvier, le Trésor public vient de dévoiler son nouveau dispositif anti-corruption. Il a été présenté ce vendredi à l'ensemble des acteurs de la lutte contre ce fléau. Nouveau visage pour les urgences de l'hôpital militaire d'Abidjan, occasion de faire table rase des défaillances du passé. Et puis au Mali, la mission des Nations Unies fait le point de ses capacités. Sans effectifs supplémentaires ou transformation structurelle, la mission pourrait ne pas se poursuivre dans le pays. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Trésor public dispose désormais d'un nouveau dispositif de lutte contre la fraude et la corruption. Un dispositif interne qui sonne la fin de la tolérance zéro face aux faits de corruption et infractions assimilées. Il a été présenté et remis officiellement ce vendredi 20 janvier 2023 aux acteurs et parties prenantes de la lutte à l'échelle nationale. Reportage Thiemé Dandier et Fulgence Kissiedou. Par cet acte de remise de son dispositif interne de lutte contre la fraude et la corruption aux parties prenantes à l'échelle nationale, le Trésor public intègre le cercle des institutions nationales engagées dans la prévention des actes de corruption et infractions assimilées. Bien avant, la tribune est mise à profit pour situer contexte et enjeux de l'engagement de la régie sur le front de la fraude et la corruption. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique s'est dotée d'un code d'éthique et de déontologie. Il a été, dans la même veine, mis en place un observatoire de l'éthique et de la déontologie chargé de veiller au respect par les agents des dispositions du dit code et de servir d'organe de recours contre tout manquement aux principes édictés par le code de déontologie. Conscient que l'offre de services de qualité aux clients impose la maîtrise des risques inhérents à ces activités, le Trésor public a décidé d'implémenter le contrôle interne. Se réjouissant de cet instrument qui affirme son adhésion à la politique tolérance zéro en matière de corruption, les parties prenantes du dispositif interne du Trésor public saluent ce pas et invitent les autres institutions à s'approprier ce modèle. La fraude et la corruption entravent les efforts des États à mobiliser les ressources publiques et réduisent l'efficacité des dépenses publiques. Ce faisant, elles fragilisent la qualité du service offert par nos administrations et érodent la confiance dans les institutions. C'est pourquoi la vision de développement impulsée par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, implique une meilleure gestion des affaires ainsi qu'une moralisation de la vie publique. Le pas marqué aujourd'hui par le Trésor public devra être suivi par l'ensemble des institutions de l'État. Merci au Trésor public de montrer le chemin. La Côte d'Ivoire s'est estimée à près de 1300 milliards chaque année de déperdition des deniers publics. Ce sont des chiffres effrayants et c'est ensemble que nous pouvons réduire cette corruption, nous pouvons réduire ce fléau. Notons que le dispositif de maîtrise des risques de fraude et de corruption est bâti autour de 19 actes, tirés des dispositions légales. Il s'agit entre autres du faux en écriture publique et usage de faux, le faux sur les recettes d'exportation, le faux commis sur certains documents administratifs, la contrefaçon et usage illégal de sceaux. Le dispositif intègre également les mesures de contrôle recommandées, adoptées par le personnel et saluées par les parties prenantes. Les urgences de l'hôpital militaire d'Abidjan sont désormais ouvertes aux prestations après des travaux de rénovation. Plusieurs défaillances et manquements qui avaient été constatés ont d'ailleurs été corrigés. Reportage de Thiemé Dandier et Fulgence Kissiedou. HMA, hôpital militaire d'Abidjan. Bloc des urgences. Les défaillances relevées, désormais traitées. Au terme des travaux de rénovation, les locaux dotés d'un système innovant entièrement digitalisé, dont 2 systèmes audio intelligents avec un rayon de couverture de 3 km pour interagir avec les proches des malades. Chers parents, à votre attention s'il vous plaît. Il est demandé aux parents d'Osso Yannick de se rendre à la porte 3. Merci. À cela s'ajoutent les access control avec des digicodes et des cartes d'accès. Les visiophones pour filtrer les accès, la vidéosurveillance et les ventouses d'aération pour la prévention des infections nosocomiales, mais aussi et surtout la zone de déchocage pour une réanimation primaire avec une capacité de 2 lits, tous équipés. Dans le cadre de l'amélioration continue, nous avons aménagé une salle de déchocage avec moniteur de surveillance, pousse seringue et scope pour pouvoir prendre en charge certains malades
des urgences absolues qui nécessitaient une réanimation, on va dire, primaire. La porte des urgences était ouverte à tous et tout le monde traversait les urgences pour faire la balade à l'hôpital. Ce n'était pas convenable. C'était gênant pour les malades qui étaient aux urgences, notamment en salle de tri, gênant pour le personnel médical. Et quelquefois même, il y avait des agressions du personnel médical sur place. Les malades des urgences sont des malades particuliers qu'il faut protéger et à qui on n'a pas accès comme dans une chambre d'hospitalisation ordinaire. Et tout ce dispositif permet à tout le monde de travailler dans la quiétude. Cette rénovation des urgences, outre le personnel, fait le bonheur du service de santé des armées qui voit l'avenir en rose. Le président de la République a un vaste projet de construction d'hôpitaux militaires. Il y en aura au total 4. 3 à l'intérieur du pays, 1 à Abidjan avec des nouveaux services qui n'existent pas à ce jour. Et ces nouveaux hôpitaux-là fonctionneront comme ce que vous avez vu ici, avec des urgences hyper équipées, avec tous les moyens que nous avons vus ici. Aujourd'hui, je pourrais dire en miniature, parce que ce qui arrive est véritablement vaste et cela a salué. Nous remercions donc le président de la République, monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense et chef d'état-major, qui sont véritablement à pied d'œuvre pour que chaque jour, les médecins militaires travaillent dans de meilleures conditions. Hôpital pavillonnaire de 65 lits, l'HMA a accueilli l'an dernier en consultation 30 887 patients, 1575 pour les activités des blocs opératoires, 43 146 pour les examens d'imagerie médicale, 43 563 pour les examens de laboratoire, 1055 dialyses et 775 accouchements. Cette patientèle se compose de 60% de civils et 40% de militaires et familles qui bénéficient des urgences rénovées opérationnelles pour le confort et la sécurité des soins. Lancée en 2022, la généralisation de la CMU et l'opérationnalisation de la réforme hospitalière sont au cœur des priorités du ministère de la Santé cette année. Pour relever ces défis sur le terrain, le ministre de la Santé, Pierre Damba, a édicté hier jeudi dans la soirée la conduite à tenir par ces hommes dans les différentes structures de soins en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, où l'offre s'est considérablement accrue avec l'ouverture et la réhabilitation de plusieurs hôpitaux dotés d'équipements de pointe. Reportage de Thiemé Dandje, Eric Kimou. INSP d'Adjamé. Y sont réunis acteurs et partenaires du système de santé en Côte d'Ivoire. Une tribune pour le premier responsable de ce département de décliner les attentes et perspectives du système sanitaire du pays au titre de l'exercice 2023. En première ligne, la généralisation de la CMU, couverture maladie universelle, et l'opérationnalisation de la réforme hospitalière, des priorités pour lesquelles Pierre Ngudemba édicte la conduite à tenir. Je vous engage tous à la persévérance, à l'effort, surtout à l'amour de votre profession. Ah oui, parce que c'est un métier noble, un métier qui est sacré. Au sein de cette nouvelle année 2023, nous devons redoubler d'ardeur et de responsabilité pour que nos indicateurs soient au niveau souhaité afin de mériter davantage la confiance placée en nous par nos autorités. J'en appelle à l'engagement et à la responsabilité de chacun pour qu'ensemble, nous puissions, en mutualisant les ressources, arriver donc à avoir un meilleur impact sur nos populations. Bien avant, plusieurs acteurs du milieu qui se sont distingués par leur dévouement à la tâche pour sauver des vies étaient élevés dans différents grades, de l'ordre du mérite de la santé publique. Outre ces lauréats, d'autres agents ont reçu, eux, les clés de véhicules et motos neufs dédiés à accroître leur mobilité sur le terrain au service de l'atteinte des défis de la nouvelle année, qui met l'accent sur la qualité des prestations. Échange de vœux entre le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier et ses collaborateurs ce vendredi à Cocody Riviera Golf. Le bilan de l'année 2022 et les perspectives pour 2023 ont aussi rythmé cette rencontre. Mardoché Kwasi, Eric Kimou. L'année 2022 qui vient de s'achever a permis de renforcer les acquis, notamment dans le secteur des infrastructures routières. Certes, les objectifs n'ont pas tous été atteints, mais des efforts de l'énergie et de la motivation ont été observés tout au long de l'année écoulée. Ce qui a permis, selon le ministre, d'obtenir des résultats somme toute probants en 2022. Au nom des réalisations techniques, nous pouvons citer entre autres l'inauguration de l'autoroute Yamoussoukro-Tiébissou, le 4e pont qui relie Yopougon à Adjamé, les travaux sont en cours, le 5e pont d'Abidjan
Vous voyez tous les haubans qui sont sortis. L'autoroute de contournement d'Abidjan, la Y4. Les sorties est, c'est-à-dire en allant vers Adzopé. La sortie ouest pour aller vers la route de Dabou. La réhabilitation de la côtière. À l'intérieur du pays, vous avez la route de l'Est, Anibleko-Bondoukou, qui est quasiment terminée. Vous avez donc le pont de Sémian, le pont de Vankoro, le pont de Diglo et le pont d'Aniansué. Donc ce sont plus de 2500 milliards d'investissements consentis par l'État qui étaient en cours d'exécution au cours de cette année écoulée. Des efforts qui devront se poursuivre cette année pour achever les projets en cours, dont certains ont pris du retard. L'année 2023 va être également marquée par le lancement de nouveaux projets pour poursuivre le développement de la Côte d'Ivoire. L'année 2023 se présente sous de meilleurs auspices, avec plus de challenges, et nous devons redoubler d'efforts et d'acharnement dans le travail. Nos interventions au cours de cette année 2023 porteront sur la poursuite des travaux d'aménagement et de bitumage de 1922 km de routes revêtues qui sont actuellement en cours de construction et environ 1000 km de routes qui étaient dégradées qui sont en train d'être réhabilitées. Nous procéderons aussi cette année au lancement de plusieurs projets. Pour permettre à ses collaborateurs régionaux et départementaux de suivre efficacement l'exécution des travaux en cours et à venir sur toute l'étendue du territoire, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier leur a offert 21 véhicules tout-terrain et d'autres équipements. Ces responsables territoriaux se sont engagés à en faire bon usage. Les incendies se sont succédés en ce début d'année. Zagné, village situé à l'ouest du pays, n'a pas été épargné. Un incendie est survenu le 5 janvier 2023 dans une concession abritant les travailleurs de l'usine de la compagnie et véhicule du Cavali. Jusqu'à ce jour, les victimes, dont certains ont tout perdu, ont du mal à remonter la pente. Nadia Eja. Edmond Tchiki est de retour sur ce site incendié où se trouvaient il y a encore quelques semaines les maisons abritant les travailleurs de l'usine de la compagnie et véhicule du Cavali. C'est ici qu'il vivait avant le terrible accident qui a tout consumé. Nous sommes arrêtés comme ça dans ma chambre principale. J'étais au travail, il était l'heure de descendre, mon téléphone sonne. Je vois ce téléphone, le numéro de ma femme. Elle dit, ah, il y a feu, papa, il y a feu au quartier. Il dit, c'est comment, c'est grand. Elle dit, oui, que vous voyez la maison de notre voisine est brûlée, ça vient même chez nous. Et je lui ai dit, bon, il faut faire sortir les enfants, j'arrive. Tout est parti en fait. On n'a pas pu prendre quelque chose de bien, mais Dieu merci qu'il n'y a pas eu de mort. Si Edmond se réjouit qu'il n'y avait pas eu de perte en vies humaines lors de ce drame, sa situation, comme celle d'autres sinistrés, est devenue précaire. Ils ont tous perdu dans cet incendie. Pour moi, là, c'est 550 000. Pour l'argent des parions des femmes, c'est moi et garde. Qui est brûlé. Il est mis dans petit thermos là et déposé sur les assiettes là, 6 étagères là. C'est resté dedans. Avec l'argent de mon mari, il l'a mis dans le coffre de lit, 2 millions. C'est resté. Lui, mais il n'était pas là, il était en brousse. Quand il l'a appelé, il dit, ah, tu as sauvé mon argent. Il dit, il n'était pas là, hein. Il était au champ. Avant qu'il y arrivé, mais c'est charbon. Il était au champ, il coupait mon riz. Ils sont venu m'appeler pour dire, ah, il a mis ta maison à brûler. Il n'était pas à la maison pour sauver mon riz, pour sauver mes bagages. Moi, il y a mon argent, 350 pour la maison. Bon, il a fait tous mes bagages. À ce moment, c'est à vie, j'ai porté par l'eau au champ, c'est ça qui est resté sur moi. Mais à vie, vous voyez ça depuis moi tout à l'heure, mais c'est mes camarades qui m'ont donné. Il n'est rien. Rien. Mais nourriture, mais il n'y en a pas. Des cris de détresse entendus par les ministres Anou Loto et Miss Belmondogo qui ont dépêché une délégation auprès des sinistrés. Composée de cadres et élus locaux, elle est arrivée avec des dons en nature d'une valeur totale de 13 millions de francs CFA. Ces maisons étaient des maisons qui conservaient des matériaux très précaires, ce qui a propagé rapidement l'incendie. Donc il est important que la société jette un regard sur les habitations des employés de la société. De leur côté, les responsables de la structure se sont engagés à reloger les sinistrés dans des habitations plus décentes. La mission des Nations Unies au Mali n'est plus viable en son état actuel pour conduire son mandat en cas de renouvellement pour une année supplémentaire. C'est ce qu'indique un rapport de l'ONU. L'une des solutions évoquées dans ce rapport serait une hausse des effectifs ou encore une transformation structurelle des objectifs de cette mission. Pierre Dipomela. La MINUSMA, mission de maintien de la paix de l'ONU au Mali, ne serait pas viable sans augmentation du nombre de casques bleus.
C'est en substance le contenu d'un projet de rapport de l'ONU qui évoque par la même occasion un possible retrait des troupes si des conditions clés ne sont pas remplies. L'une des conditions essentielles serait de lui donner les moyens d'assurer pleinement son mandat en augmentant ses effectifs militaires et policiers de 3 680 personnes ou de 2000. Mi-décembre, la mission comptait 12 388 militaires contre 13 289 autorisés par le mandat et 1 598 policiers pour 1 920 autorisés. Parmi ces conditions, le secrétaire général cite des progrès dans la transition politique qui prévoit après 2 coups d'État militaires, le retour des civils au pouvoir en mars 2024, ainsi que la liberté de mouvement des casques bleus, alors que l'ONU dénonce les entraves imposées par les autorités maliennes. Aucun effort ne devrait être épargné pour empêcher le renouvellement d'un cycle d'instabilité politique et la poursuite de la détérioration de la situation sécuritaire, humanitaire et des droits humains, a plaidé le secrétaire général qui note par ailleurs que la plupart des États membres et autres partenaires consultés ont insisté sur le fait qu'un retrait serait préjudiciable pour le Mali et la sécurité régionale. Le Mali est l'un des environnements opérationnels les plus difficiles pour le maintien de la paix, dû à la vaste zone d'opération, l'état des infrastructures et les menaces omniprésentes des divers groupes sévissant dans la région. La MINUSMA a été créée en 2013 pour aider à stabiliser un État menacé d'effondrement sous la poussée djihadiste, protéger les civils, contribuer à l'effort de paix, défendre les droits humains, mais la situation sécuritaire n'a cessé de s'aggraver. C'est la fin de ce journal. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve dimanche à 18h30 pour NCI Reportage aux côtés de Mélina Makissi.